La Première Guerre mondiale était censée être une guerre courte et glorieuse. Mais en 1916, un nouveau type de guerre industrialisée avait fait grimper le nombre de morts à plusieurs millions sans qu'une fin soit en vue. Les blocus navals commençaient à provoquer des pénuries de nourriture et de carburant dans toute l'Europe, alors que des milliers de femmes étaient entrées sur le marché du travail, remplaçant par millions les hommes envoyés au combat. Toutes les parties se préparaient à une longue guerre. La guerre fait rage depuis 1 an et demi, alors que les Alliés continuent de combattre les puissances centrales, récemment rejointes par la Bulgarie. En mer, les Britanniques maintiennent leur blocus naval de l'Allemagne, empêchant l'importation de nourriture et d'autres matières premières vitales. L'Allemagne a riposté en bloquant le Royaume-Uni par des sous-marins, mais doit limiter ses attaques pour éviter de provoquer les États-Unis, neutres, dont les citoyens ont déjà été pris entre deux feux. Sur le front occidental, les troupes françaises, britanniques et belges sont retranchées face aux Allemands, les deux camps étant piégés dans l'impasse sanglante de la guerre des tranchées. Sur le front Est, les Russes ont mis fin à leur longue retraite et stabilisé la ligne, mais leur armée a subi d'énormes pertes. Sur le front italien, les troupes italiennes ont lancé une série d'attaques coûteuses mais infructueuses contre les solides défenses austro-hongroises. Sur le front balkanique, les puissances centrales ont envahi la Serbie, dont l'armée est contrainte de faire une retraite amère à travers les montagnes albanaises. Aujourd'hui, le 5 janvier, les troupes austro-hongroises attaquent le Monténégro. Elles sont ralenties lors de la bataille de Mojkovac, mais 3 semaines plus tard, le Monténégro est contraint de se rendre. Sur le front du Caucase, les Russes lancent une offensive hivernale surprise contre les forces turques ottomanes. 6 semaines plus tard, les troupes russes occupent la ville d'Erzurum. En avril, ils s'emparent du port de Trébizonde sur la mer Noire. Pendant ce temps, les Britanniques transportent 2 bateaux à moteur vers le lac Tanganyika en Afrique. Ils arrivent finalement après un voyage de 16 000 km par mer et par terre et aident le Royaume-Uni à prendre le contrôle du lac stratégique aux mains des forces allemandes locales. Le même mois, au Cameroun allemand, les troupes allemandes, assiégées sur la montagne Mora depuis 18 mois, se rendent finalement aux Alliés. Cela marque la fin de la campagne du Cameroun. Sur le front occidental, les Allemands lancent un assaut dévastateur sur la ville forteresse française de Verdun. Le général allemand Erich von Falkenhayn sait que la France défendra cette ville symbolique jusqu'au dernier homme. Son plan, selon ses propres mots, est de saigner la France à blanc pour sa défense. C'est la stratégie de l'attrition. Verdun devient l'une des batailles les plus terrifiantes de la guerre. Une machine à hacher, où les divisions d'infanterie sont détruites presque aussi vite qu'elles peuvent être introduites dans la ligne. Au Royaume-Uni, 1 million d'hommes se sont déjà portés volontaires pour le service militaire. Mais le gouvernement se rend compte que cela ne suffira pas, et le Royaume-Uni devient la dernière grande puissance à introduire la conscription. Ce printemps-là, sur le front occidental, les troupes britanniques sont les dernières à recevoir des casques d'acier. La nature de la guerre de tranchées produit une forte proportion de blessures à la tête. Le casque allemand Stahlhelm, le casque français Adrian et le casque britannique en acier Mark I offrent une protection limitée contre les éclats d'obus. Le Portugal neutre coopère avec les Britanniques, ce qui semble offrir la meilleure chance de conserver sa colonie africaine, l'Angola portugais. Le 9 mars, l'Allemagne riposte en déclarant la guerre au Portugal. Sur le front Est,
la Russie lance une attaque près du lac Naroch pour soulager la pression sur les Français à Verdun. Mais c'est un désastre. Il y a 100 000 victimes russes et l'attaque ne parvient pas à détourner les troupes allemandes des combats à Verdun. À Dublin, les républicains irlandais lancent une révolte armée contre la domination britannique. Il est connu sous le nom d'insurrection de Pâques et est réprimé après 6 jours de combats de rue. Au Moyen-Orient, après un siège de 5 mois, les forces britanniques se rendent à Kut. Le général Townshend conduit 9000 soldats britanniques et indiens en captivité. Plus tard, environ la moitié d'entre eux meurent de faim ou de maladie. Le Royaume-Uni veut le soutien des Arabes dans sa lutte contre l'Empire ottoman. C'est pourquoi il a promu aux dirigeants arabes un État arabe indépendant après la guerre. Mais ce jour-là, le Royaume-Uni et la France signent secrètement l'accord Sykes-Picot, prévoyant, après la guerre, de diviser le Moyen-Orient en zones de contrôle britannique et française. Ignorant cet accord, Hussein bin Ali, shérif de la Mecque, mène les Arabes dans la révolte contre la domination turque ottomane. Lors de la bataille de la Mecque, ses forces prennent le contrôle de la ville sainte. Sur le front italien, les forces austro-hongroises lancent une attaque surprise à Asiago. Les défenses italiennes cèdent. Les troupes austro-hongroises sont sur le point de pénétrer dans le nord de l'Italie. Ce mois-là, en mer du Nord, la flotte de haute mer allemande affronte la grande flotte britannique lors de la bataille de Jutland. Dans la seule bataille navale majeure de la guerre, les Britanniques subissent des pertes plus lourdes, mais revendiquent la victoire. La flotte allemande se retire et ne réémerge pas de sa base pour le reste de la guerre. Pour l'été 1916, les Alliés ont prévu d'importantes offensives simultanées contre les puissances centrales depuis l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais nécessaires pour soulager la pression sur les Français à Verdun et sur les Italiens à Asiago. Les Russes lancent leur attaque les premiers. Sur le front Est, le général Alexei Brusilov a soigneusement entretenu l'élément de surprise. Ses troupes franchissent les lignes ennemies, avançant par endroits sur 96 km et faisant 200 000 prisonniers. Cette attaque russe, brillante mais coûteuse, atteint son objectif, puisque les puissances centrales sont obligées de redéployer leurs troupes d'autres fronts pour consolider la ligne. En mer, le croiseur britannique HMS Hampshire, en route vers la Russie, heurte une mine et coule au large des Orcades. Parmi les 650 morts figure l'emblématique secrétaire d'État britannique à la guerre, Lord Kitchener. 3 jours plus tard, dans l'Adriatique, le navire de transport de troupes italien Principe Umberto est coulé par un sous-marin allemand. C'est le naufrage le plus meurtrier de la guerre, avec 1900 morts. Sur le front occidental, le Royaume-Uni et la France lancent leur grande offensive estivale, la bataille de la Somme. Les espoirs sont grands d'une percée, mais le premier jour est un désastre. Un long bombardement d'artillerie alliée ne parvient pas à éliminer les défenses allemandes et des vagues d'infanterie britanniques sont abattues par les tirs de mitrailleuses alors qu'elles avancent dans le No Man's Land. En l'espace de quelques heures, les Britanniques subissent 57 000 victimes, dont un tiers de tués. C'est le pire jour de l'histoire de l'armée britannique. Mais de nouvelles attaques sont ordonnées et la bataille fera rage pendant encore 5 mois. Encouragée par l'avancée russe, la Roumanie rejoint les Alliés. Mais malgré une avancée initialement réussie en Transylvanie, la Roumanie fait rapidement face à une contre-offensive des forces allemandes, bulgares et austro-hongroises.
Les forces alliées à Salonique tentent de soutenir la Roumanie en lançant leur propre offensive vers Monastir. Avec les troupes serbes en tête, les progrès sont modestes, mais la résistance bulgare acharnée empêche une percée. Sur le front occidental, le général von Falkenhayn annule finalement l'attaque de Verdun. L'armée française a honoré la promesse de son commandant, le général Nivelle. On ne passe pas. Mais la victoire a un prix terrible. 365 000 victimes. Les Allemands en perdent presque autant. Verdun reste l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pour sa défaite à Verdun, Falkenhayn est limogé et les héros allemands du front Est, von Hindenburg et Ludendorff, prennent le commandement à l'Ouest. Pendant ce temps, la bataille de la Somme continue. Près du village de Flers, les Britanniques introduisent une nouvelle arme qu'ils espèrent pouvoir débloquer les tranchées. On l'appelle le char. Mais malgré quelques petits succès, les premiers chars sont trop peu nombreux et trop sujets aux pannes mécaniques pour avoir un réel impact. Sur le front Est, l'offensive russe Brusilov touche à sa fin. Les estimations des pertes varient énormément, mais il est clair que les deux camps ont subi des pertes catastrophiques. Ni l'armée russe, ni l'armée austro-hongroise ne s'en remettent jamais complètement. Sur le front italien, de violents combats font rage tout au long de l'automne, alors que les forces italiennes lancent des assauts répétés et coûteux contre les positions austro-hongroises le long de la rivière Isonzo. La bataille de la Somme se termine sous la pluie et la boue d'automne. Les Alliés ont avancé de 16 km au prix de 600 000 victimes. Les pertes allemandes s'élèvent environ à 450 000 hommes. Les Alliés se rassurent. C'est une stratégie gagnante, car à ce rythme-là, l'Allemagne serait la première à manquer d'hommes. Pendant ce temps, le désastre engloutit la Roumanie, alors que le pays est envahi par les puissances centrales. Les forces roumaines subissent 250 000 de victimes. Les restes de son armée prennent position aux côtés des Russes sur le front Est. Cet hiver-là, François-Joseph, empereur d'Autriche depuis 1848, décède. Son fils Karl lui succède. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Herbert Asquith est contraint de quitter ses fonctions et David Lloyd George lui succède, tandis que le général Joffre est remplacé comme commandant en chef français par le général Nivelle, qui promet la victoire par une action audacieuse et agressive. Au milieu de toutes ces allées et venues, les tentatives de médiation du président américain Woodrow Wilson pour parvenir à un accord de paix n'aboutissent à rien. Aucune des deux parties n'est disposée à faire des concessions.